Mon invité aujourd'hui sur la scène week-end n'a pratiquement plus besoin de présentation. Il s'appelle Daniel Lavoie. Il vient nous parler de Notre-Dame de Paris qui sera de retour à Québec du 11 au 25 août prochain au Grand Théâtre. Bienvenue sur la scène week-end. C'est un honneur de vous recevoir d'abord. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Vous venez nous parler aujourd'hui de Notre-Dame de Paris. Oui. C'est un grand retour. Un sujet que je connais bien. Oui, un sujet que vous connaissez bien. 20 ans plus tard, de quelle façon vous abordez ce retour ici à Québec pour Notre-Dame de Paris? Tout simplement avec grand plaisir. Oui? Ouais, c'est un spectacle que j'adore. C'est un spectacle qui m'a toujours donné beaucoup de bonheur et quand on m'a proposé de refaire, j'avoue que j'ai hésité un petit peu parce que je ne savais pas avec qui j'allais chanter. OK. Et puis j'avais vraiment envie que ce soit quand même une très belle équipe parce que j'ai été gâté avec la première équipe. C'est vrai. Et mais jouer ce spectacle est vraiment c'est vraiment très agréable et quand j'ai rencontré les nouveaux, j'ai été agréablement surpris et j'y suis depuis 1 an et demi maintenant. Est-ce qu'on aurait pu envisager un retour de Notre-Dame de Paris sans Daniel Lavoie? Ben, je suppose que oui. Je suppose qu'on aurait pu. Ce qui est extraordinaire, c'est que le fait que j'y sois donne quand même une certaine légitimité au nouveau spectacle. Tous les jeunes, les danseurs, tout le monde, ils sont heureux que je sois là parce que je donne comme un aura du premier spectacle. Vous êtes un peu l'âme. Ben, je sais pas si je suis là, mais je suis certainement celui qui donne, comme je disais, une certaine légitimité à tout ça et qui provoque, sans dire un mot, tout le monde à se dépasser. Et c'est ce qui m'a toujours fasciné depuis que je fais cette nouvelle production avec la nouvelle équipe, c'est que tout le monde a tellement envie d'être bon pour me montrer qu'ils sont bons que ça donne un spectacle extraordinaire. Et vous, ça doit vous toucher par le fait même de voir ça? Ça voir cette m'émeut volonté. Oui, ça m'émeut profondément et je dois vous dire que la nouvelle équipe est vraiment extraordinaire. La nouvelle Esmeralda, le nouveau Quasimodo, ce sont des jeunes. Écoute, Quasimodo a 24 ans, Esmeralda a 27 ans. C'est des gens qui ont grandi avec Notre-Dame de Paris, qui rêvaient de jouer dans Notre-Dame de Paris et qui, 20 ans plus tard, jouent dans Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous, de votre côté, vous retrouvez votre personnage de Frollo. Oui. Est-ce que vous l'abordez différemment de 1998? Oui, je l'aborde. Frollo, à ma grande surprise, a vieilli autant que moi. Il a pris des années, il a pris une certaine, je dirais peut-être pas maturité, mais une certaine fragilité avec les années, une certaine humanité aussi. Il est devenu peut-être un peu plus complexe aussi avec les années. Il est plus touchant. Au début, je le voyais beaucoup plus carré, un petit peu plus dur. Et maintenant, je le vois comme un pauvre prêtre qui tombe en amour pour la première fois de sa vie et qui sait absolument pas comment gérer la situation et qui la gère extrêmement mal. Mais j'ai énormément de compassion pour le pauvre Frollo parce que je le vois, il est terriblement en amour avec Esmeralda et il ne sait pas comment faire. Et il essaie de monter un coup, mais un coup absolument pendable, d'essayer de pendre Esmeralda dans l'espoir qu'elle va dire oui et que finalement elle dit non, puis il est pogné pour la pendre et ça le pousse à la folie. Et ça fait vraiment un personnage, je trouve, plus intéressant que la première fois que je l'ai fait. Quel élément a fait justement que cette évolution-là du personnage de Frollo est arrivée? Écoute, je pense que c'est les années, je pense que c'est la maturation et un personnage vit à l'intérieur de nous. Moi, j'ai créé ce personnage-là en 1997. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais et petit à petit, j'ai découvert qui c'était, à le jouer soir après soir après soir, à vivre ces émotions-là. Et puis après, quand j'ai arrêté, j'avais l'impression que Frollo n'existait plus, mais étrangement, il existait toujours, parce que quand on a vécu un personnage comme ça pendant 500 représentations très intenses, il reste vivant en nous. Et quelques années plus tard, quand on a repris le spectacle avec Orchestre symphonique Grand Chœur, avec l'équipe originale, il y avait Garou, il y avait Patrick, il y avait tout ce monde. On a fait une série de spectacles en Russie, en Ukraine, au Liban, en France. Je me suis rendu compte que Frollo ne chantait plus de la même façon. Et c'est étrange comme un personnage peut vivre à l'intérieur de nous. Et je me suis rendu compte qu'il devenait intéressant, de plus en plus intéressant. Alors, quand on m'a proposé de le refaire, j'ai dit oui.
Ça me tente de voir où il est rendu. Et j'ai pas regretté parce que vraiment, c'est un grand privilège pour moi de pouvoir reprendre ce rôle. Quand vous avez appris à connaître Frollo en 97, le début des représentations de 98, est-ce que vous vous attendiez à ce succès-là? 4000 représentations, 20 pays, adaptés en différentes langues également, c'est incroyable. Effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Moi, j'avais une carrière qui marchait assez bien en français à l'époque. Je me suis dit que j'irais faire un petit tour à Paris, parce que la musique était hors du temps. C'était pas une musique qui était à la mode. Elle rentrait pas dans le cadre de la musique de l'époque. D'ailleurs, je me souviens les discussions qu'il fallait avoir avec les directeurs de programme des radios pour qu'ils acceptent de jouer Notre-Dame de Paris. Il n'y a personne qui voulait jouer ça. Ils disaient, ça marchera pas. Venez pas nous achaler avec vos chansons. Belle, ça marchera jamais. C'est devenu la chanson qui a vendu le plus de disques dans l'histoire de la chanson française. Donc, c'est juste de dire que, d'abord, les directeurs de programme ne savent pas toujours de quoi ils parlent et qu'on aime de temps à autre les surprendre. Et je ne m'attendais vraiment pas à toutes ces années plus tard, parce que Notre-Dame de Paris n'a pas arrêté quand moi j'ai arrêté. Ça a continué, ça a tourné en Asie, en Corée, en Chine, en Russie, en Espagne, en Italie. Et pendant tout ce temps-là, c'est la vidéo dans laquelle je joue, parce que c'est la vidéo originale qui est tournée partout. Et donc, je me suis rendu compte à un certain moment que j'étais connu dans le monde entier grâce à Notre-Dame de Paris. Je reçois des lettres de partout dans le monde et j'ai des fan clubs partout dans le monde. C'est étrange, c'est fascinant et bon, ça me fait énormément plaisir aussi, je ne vous cacherai pas. Il y a 20 ans, vous avez touché une génération avec Notre-Dame de Paris. Oui. Aujourd'hui, vous êtes de retour et il y a une nouvelle génération qui est là, mais encore l'ancienne qui va vouloir vous revoir. Oui. Alors, c'est deux publics différents que vous allez aller chercher. Notre-Dame de Paris a toujours touché toutes les générations. Étrangement, elle fait quelque chose aux enfants, parce qu'il y a toujours beaucoup d'enfants dans les salles, il y a beaucoup d'adolescents, beaucoup d'ados, il y a beaucoup de jeunes de 20 ans. Et en fait, c'est 7 à 87 ans, ce spectacle. Il parle différemment à tous les âges. Il y en a qui ne voient pas, il y en a qui voient Frollo comme un gros méchant, il y en a qui le voient comme un personnage attendrissant. C'est très, très étrange comment ça touche à toutes les générations. Et j'ai vu encore une fois, parce qu'on vient de faire une grande tournée de France, on a fait au-dessus de 100 spectacles partout dans les grands zéniths, partout en France, et c'est toujours la même chose. C'est vraiment des enfants, des ados, des 20 ans, des 30 ans, des 40 ans, tout le monde est là. Et tout le monde y trouve ce qu'il a besoin. Quelqu'un qui va regarder la pièce, par exemple, à 15 ans et qui va la revoir à 40 ans, est-ce que cette personne-là va la voir différemment? Certainement pas. Certainement pas. Ils vont pas s'identifier au même personnage, probablement. Je pense que... parce que moi, j'ai une petite fille. Moi, je suis déjà grand-père. J'ai une petite fille qui a 12 ans et quand elle a su que son grand-père jouait dans le nouveau Notre-Dame de Paris, elle qui écoute juste la musique la musique de 12 ans, très, très rock, très, très, très dance, tout ce que tu veux. Je lui ai donné le disque de Notre-Dame de Paris et 2 semaines plus tard, elle connaissait toutes les chansons par cœur. Elle adore Notre-Dame de Paris. Et quand elle est venue à Paris, quand je tournais, elle a passé tout son temps backstage avec moi. Elle était en amour avec la pièce de théâtre. Donc, c'est assez étonnant ce qui se passe avec ce show. Notre-Dame de Paris, c'est une histoire qui se passe en 1482. Oui. Est-ce que les choses ont tant changé que ça depuis ce temps-là? Ben, dans les relations humaines. Les choses ont changé beaucoup, mais l'humain n'a pas changé immensément. Et le problème des sans-papiers, on le sait très bien, est un problème qui est toujours extrêmement présent, sinon plus présent. Il y a toujours eu des gens qui cherchaient un endroit pour vivre. Il y a toujours eu des gens qui ne voulaient pas qu'ils viennent. Il y a toujours eu des gens qui n'étaient pas prêts à offrir l'hospitalité. Et ça, comme vous le savez très bien, c'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. Puis l'amour, l'amour, ça sera toujours l'amour. Évidemment. Et vous, de votre côté, dans le spectacle, je suis persuadé que la pièce en général, c'est quelque chose qui vous a touché depuis le début, mais est-ce qu'il y a un moment en particulier dans le spectacle plus représentatif qui vous touche plus qu'un autre? Qui vous excite plus qu'un autre? Oui, en fait, il y a 2 moments dans le spectacle qui m'interpellent énormément. C'est le moment où Frollo va voir Esmeralda dans la prison et lui dit « Si tu veux m'aimer, je te libère. »
certain qu'elle va dire oui parce qu'elle ne va pas se faire pendre juste pour ne pas aimer quelqu'un qui, évidemment, l'aime. Il ne peut pas imaginer qu'elle va dire non. Et elle lui dit non. C'est un moment très poignant. Et le deuxième qui est très, 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 très poignant, c'est Frollo qui, à la fin du spectacle, voit qu'on pend Esmeralda et que c'est sa faute et c'est la femme qu'il aime. Et ça, c'est un moment extrêmement bouleversant pour moi et qu'il perd la tête. Il perd la tête, il perd complètement la tête et il provoque Quasimodo pour que Quasimodo le lance en bas de Notre-Dame parce qu'il n'a pas envie de vivre lui non plus. Wow. C'est beau. C'est très touchant. C'est très touchant, effectivement. Oui. J'ai hâte de voir moi-même cette pièce-là. J'ai pas eu l'occasion de la voir. J'ai un jeune âge, tu sais, à 25 ans aujourd'hui. Lorsque vous étiez en 98 au Québec, j'avais 3 ans. Mais vous allez voir, c'est un spectacle d'une efficacité redoutable. La mise en scène, elle est très simple, elle est très dénudée, mais tout marche, il y a des danseurs extraordinaires, des acrobates extraordinaires. C'est quand même un grand spectacle, c'est un spectacle à grand déploiement. On ne s'ennuie pas une seconde. Au niveau des décors, au niveau de la musique, est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'on revient avec tout ce qui est original? Les textes, est-ce qu'ils ont évolué avec le temps? Quand c'est pas brisé, il faut pas essayer de les réparer. Wow. Et c'est pas brisé. Ça marche extrêmement bien, puis ça marche partout, puis ça marche dans toutes les cultures, étrangement. Bon, il y a quelques boulons qui ont été resserrés. Le spectacle dure peut-être 1 minute et demie de moins qu'avant parce que Gilles Maheu, quand il a eu la chance de reprendre le spectacle, il a dit, bon, on va enlever ça, on va des petites améliorations que personne ne remarquerait, mais qui, nous, on le sait, mais qui font que le spectacle est un peu plus fluide. Les costumes sont nouveaux. Les costumes sont plus beaux, les costumes sont plus colorés. Il y a quelque chose de plus éclatant dans les costumes. Mais la musique, les textes, la musique, la mise en scène est sensiblement exactement la même chose. C'est le cœur du spectacle. On ne change pas une équation qui gagne en Exactement. Il y a encore de nouvelles dates qui ont été, été ajoutées, encore des supplémentaires. Je dis ça parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'annonce. Plus de 55 000 billets déjà. Qui ont été vendus. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que, comme la première fois que j'ai accepté de faire ce spectacle-là, je ne m'attendais pas à ce que ça marche. Je ne m'attendais vraiment pas. Je pensais que ça serait un beau spectacle, mais que ça n'avait aucune chance d'avoir un succès populaire. Et quand on m'a dit qu'on revenait au Québec, je me souviens la première fois qu'on est venu au Québec, il n'y avait pas une place de disponible nulle part, tellement que quand on a fait une semaine de spectacle à Toronto, 80% de la salle, c'était du monde du Québec qui était allé à Toronto voir le spectacle parce qu'ils ne pouvaient pas avoir des billets à Montréal. Ils sont allés le voir à Toronto. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, bon, ben, ça fait 20 ans probablement que les gens... Et au contraire, les billets se vendent très bien, puis ils sont un peu plus chers qu'ils étaient à l'époque, parce qu'on joue dans des salles qui ne sont pas grandes, et puis on a quand même 70 personnes sur cette scène. Quand on compte les techniciens, les maquilleurs, les coiffeurs, il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. C'est un spectacle qui coûte très cher. Et quand on le fait dans une petite salle, comme c'est certain que les billets sont un peu plus chers, mais je suis convaincu que tout le monde en a pour son argent. Mais le fait de faire ça dans une salle un petit peu plus petite, ça doit créer une ambiance également qui n'est pas la même que si vous étiez devant, par exemple, 20 000 personnes. Ben, c'est un grand privilège, je pense. Les gens de Québec qui vont voir au Grand Théâtre, c'est comme aller voir un spectacle en IMAX. Parce que nous, en France, on joue dans des zéniths. Les zéniths, c'est des grandes salles de 5 et 6 000 personnes, des immenses salles. C'est un peu comme jouer au Centre Vidéotron. Le spectacle marche très bien dans des très, très grandes salles, mais d'avoir la chance de le voir dans une petite salle, c'est comme aller voir les Rolling Stones au Petit Champlain. Tu sais, c'est quand même, je pense, un certain privilège. Merci beaucoup, Daniel Lavoie, d'avoir été là dans la scène week-end aujourd'hui. On le rappelle, Notre-Dame de Paris sera de retour à Québec au Grand Théâtre du 11 au 25 août prochain. Et je pense que c'est un rendez-vous que personne ne voudrait manquer ici au Québec. Je vous remercie beaucoup.